L'un des gestes les plus banals de notre quotidien, c'est probablement aussi la plus grande illusion d'optique de notre civilisation, je dirais. Ah oui, carrément. L'illusion parfaite. Ouais, on se lève le matin, on a les yeux encore à moitié fermés, on s'approche de l'évier et on tourne une petite poignée en métal. Et là, paf, un jet d'eau claire et fraîche coule à la demande. Et surtout, une eau potable, ce qui est le détail crucial de l'histoire. Exactement. C'est presque binaire en fait. On ouvre, ça coule. On ferme, ça s'arrête. Du coup, c'est tellement simple que notre cerveau fait complètement l'impasse sur la réalité physique du truc. On prend ça pour acquis, ouais. C'est ça. On a fini par internaliser l'idée que l'eau vient du mur, tout simplement. C'est vraiment le triomphe absolu de l'ingénierie moderne, en fait. Le but de toute grande infrastructure, c'est de rendre une machinerie colossale totalement invisible à l'utilisateur final. L'effacement total de l'effort, si on veut. Et cet effacement est si réussi qu'on en oublie complètement la complexité derrière. C'est d'ailleurs ce qui m'a frappé en parcourant les travaux de la chaîne Aman Water récemment. Ah, leur excellente vidéo Hydro Voices numéro 1, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai lu la transcription de cette vidéo et quand on plonge dans leurs explications sur ce qu'ils appellent le génie de l'eau, on réalise très vite que l'eau du robinet n'a plus grand-chose de naturel. Non, c'est devenu un vrai produit manufacturé de haute technologie. Bon, décortiquant tout ça, qu'est-ce qu'on entend très exactement quand on parle de ce fameux génie de l'eau? Bon, Parce que vu de l'extérieur, ceux qui nous écoutent s'imaginent peut-être de la grosse plomberie, des tuyaux en PVC, des pompes géantes. c'est l'image classique, oui. Mais c'est infiniment plus complexe que ça. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas juste du BTP en fait. Ah non, pas du tout. C'est véritablement un carrefour scientifique de haute voltage. La plomberie, c'est que la toute dernière expression physique du système. Le génie de l'eau, c'est vraiment le point de rencontre exact entre plusieurs disciplines pointues. Genre lesquels? La physique, classique, déjà, pour maîtriser la dynamique des fluides sous pression. Ensuite, la chimie de pointe, pour neutraliser les toxines. La microbiologie, pour identifier et détruire des agents pathogènes, invisibles. Et bien sûr, l'ingénierie environnementale. Donc on a des physiciens, des chimistes et des biologistes qui bossent ensemble juste pour que je puisse me brosser les dents. C'est exactement ça. L'objectif de toute cette orchestration, c'est de maintenir un équilibre hyper précaire. Il faut garantir que l'eau soit disponible, qu'elle soit biologiquement inoffensive, et surtout que le cycle puisse se répéter indéfiniment sans assécher la source. Pour rendre ça un peu plus concret, j'aime bien visualiser le parcours d'une simple goutte de pluie. Très bon exercice, oui. Imaginons qu'une goutte tombe dans une rivière, un peu en amont d'une grande ville. Si elle doit finir dans le verre d'eau de quelqu'un, c'est un peu comme si elle était soudainement prise en charge par un convoi sous escorte de très haute sécurité. C'est une super métaphore. Elle est extraite de son milieu naturel, c'est la première étape. Ouais, elle est envoyée dans une usine pour des interrogatoires poussés, on va dire, filtrée de ses impuretés, bombardée chimiquement pour éliminer toute menace, puis transportée dans un immense labyrinthe souterrain ultra sécurisé. Les canalisations, voilà. Et c'est pas fini, hein. Même après avoir disparu dans le siphon de l'évier, elle est rattrapée, transportée ailleurs et réhabilitée en station d'épuration avant d'avoir le droit de retourner dans la nature. Ce qui est fascinant ici, c'est la profondeur de cette transformation. L'ingénierie prend un élément brut, sauvage, chargé de sédiments, de bactéries, de minéraux parfois instables, et le convertit en une ressource standardisée. Dosée au milligramme près même. Au milligramme près, exactement. Mais attention, ce parcours de base que vous décrivez, la simple décantation ou la désinfection au chlore, c'était le génie de l'eau du XXe siècle. Ah bon? C'est plus d'actualité? Si, mais aujourd'hui, cette ligne de défense est menacée par des ennemis d'un tout autre calibre. Le jeu a complètement changé. Justement, la source d'Aman Water insiste lourdement sur la mutation de ces menaces. On ne lutte plus seulement contre, je sais pas, un peu de boue ou le bacille du choléra. Non. Le choléra, on gère très bien. Aujourd'hui, on parle de polluants émergents. Voilà, et ça, comment on fait concrètement? Parce que filtrer un grain de sable, je comprends, on utilise un tamis, mais comment on filtre une hormone ou un résidu de médicament qui est en fait dissous à l'échelle moléculaire? C'est le grand défi chimique de notre époque. Face à un résidu d'ibuprofène, par exemple, à des perturbateurs endocriniens ou à des microplastiques nanométriques, les filtres mécaniques traditionnels sont inutiles. Même les filtres hyper fins? Même les lits de sable les plus fins, les molécules passent au travers sans aucun problème. Pour les détruire, on doit passer à ce qu'on appelle l'oxydation avancée. D'accord, et ça marche comment? On brûle l'eau? Pas avec du feu, non. On injecte par exemple de l'ozone dans l'eau. L'ozone, c'est un gaz très instable qui va agir comme un prédateur chimique, en fait. Il s'attaque directement aux liaisons moléculaires de ces polluants complexes.
Donc il les casse. Il les déchire littéralement en morceaux inoffensifs. Et parfois, on couple cela avec des rayonnements ultraviolets intenses, Des UV, comme pour bronzer? en beaucoup plus puissants. L'idée, c'est de pulvériser l'ADN des micro-organismes les plus résistants pour les empêcher de se reproduire. Waouh, c'est vraiment de la chirurgie à l'échelle moléculaire. Mais il y a un autre monstre abordé dans le document. Et celui-là me semble impossible à combattre. C'est la pollution diffuse. Le pire cauchemar des hydrologues. Si j'ai bien compris l'analyse, c'est pas une usine qui déverse illégalement un produit toxique dans une rivière, ce qu'on pourrait facilement arrêter en fermant une vanne ou en mettant une amende. Non, c'est beaucoup plus sournois que ça. Ce qui complique encore la donne, c'est son invisibilité au quotidien. C'est-à-dire? La pollution diffuse, c'est l'accumulation de millions de micro-événements. Imaginez un jour de pluie sur une zone périurbaine classique. Ok, je visualise. Une goutte tombe sur un toit, elle emporte un résidu de peinture anti-mousse, elle coule sur l'allée, elle se charge d'une goutte d'huile de moteur qui fuyait d'une voiture. Ah oui, les fameuses taches arc-en-ciel sur le bitume. Exactement. Puis elle traverse une pelouse où elle dissout quelques milligrammes de pesticides vaporisés la veille par un jardinier. Et à l'échelle d'une seule goutte, on se dit que c'est insignifiant, j'imagine. C'est totalement invisible, mais à l'échelle d'une agglomération de millions d'habitants ou de millions d'hectares de terres agricoles aspergées d'engrais, ça change tout. Cela crée un flux toxique massif et fantomatique qui s'infiltre lentement dans nos nappes phréatiques. C'est effrayant, vu comme ça. Et face à cette contamination constante, couplée au fait que nos réserves naturelles d'eau douce diminuent, j'ai vu que la réponse de l'industrie, c'est de fermer la boucle. La réutilisation des eaux usées, oui. Voilà. On prend l'eau des égouts, on la purifie et on s'en sert à nouveau. Technologiquement, je veux bien croire qu'on sache le faire. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Allez-y. Comment on dépasse le barrage psychologique? Parce qu'il y a un rejet viscéral, vraiment instinctif à l'idée de consommer une eau dont on sait pertinemment qu'elle a transporté nos propres déjections quelques jours plus tôt. C'est la fameuse barrière du Burke, comme l'appellent les anglo-saxons. Mais si l'on relie cela à la situation globale, dépasser ce rejet viscéral n'est plus un choix de confort, c'est un impératif mathématique strict. Un impératif mathématique? On en est là? Absolument. Regardez les dynamiques d'urbanisation actuelles. On a des métropoles de 10, 15 ou même 20 millions d'habitants qui se développent dans des régions où les bassins hydrologiques naturels ne peuvent soutenir que 5 millions de personnes. Donc on consomme plus d'eau que la nature ne peut en fournir. Le modèle linéaire qu'on connaissait, c'est-à-dire puiser dans la rivière, utiliser et rejeter à la mer, c'est caduc. Il n'y a physiquement pas assez d'eau neuve. Transformer psychologiquement notre vision de l'eau usée est donc vital. Et comment on convainc les gens? Il faut faire comprendre au public que l'eau usée, c'est qu'un état temporaire de la molécule de H2O. Ce n'est pas une identité permanente. L'eau n'a pas de mémoire. D'accord, pour l'urgence mathématique, mais scientifiquement, comment on garantit à 100% que c'est sans danger? C'est là qu'interviennent les technologies de pointe. Prenons l'exemple de Singapour mentionné dans la vidéo, avec leur fameuse eau New Water. Ils recyclent l'eau des égouts pour la réinjecter directement dans le circuit. Mais comment ils s'assurent qu'absolument rien de toxique ne passe? Par une combinaison de traitements successifs très lourds, dont la clé de voûte est l'osmose inverse. C'est une technologie redoutable. J'entends souvent ce terme. C'est une sorte de passoire hyper fine, non? Pour comprendre, il faut s'imaginer une membrane polymère extrêmement dense. Ce n'est pas du tout une passoire avec des trous, c'est un matériau où la séparation se fait quasiment au niveau atomique. Carrément au niveau atomique. Oui. Naturellement, le phénomène d'osmose voudrait que l'eau douce aille diluer l'eau sale pour équilibrer. Là, on fait l'inverse, d'où le nom. On applique une pression mécanique monumentale de plusieurs dizaines de bars pour forcer l'eau usée contre cette membrane. Donc en gros, on écrase l'eau contre le mur jusqu'à ce qu'elle passe au travers. C'est exactement ça. Sous cette pression énorme, seules les molécules d'eau pure, donc le H2O, parviennent à se faufiler à travers la structure intime du polymère. Et le reste? C'est les saletés. Sels, les virus, les restes de médicaments, tout ce qui est plus gros qu'une molécule d'eau est physiquement bloqué et rejeté de l'autre côté, sous forme de saumure très concentrée. Incroyable. À la sortie, l'eau recyclée de Singapour est d'une pureté telle qu'elle est même trop pure pour être bue directement. Attendez, de l'eau trop pure, comment c'est possible ? Elle est déminéralisée, il faut y rajouter artificiellement des minéraux pour qu'elle ait du goût et surtout pour qu'elle ne soit pas corrosive pour nos tuyauteries. C'est fou. Mais attendez, je sais que l'osmose inverse est aussi utilisée pour dessaler l'eau de mer. Aman Water l'évoque d'ailleurs pour le cas du Maroc. Oui, c'est le même principe.
Pousser des millions de mètres cubes d'eau à une pression pareille 24 heures sur 24, ça demande des centrales électriques entières. Comment on peut considérer ça comme une solution durable? Vous touchez un point sensible. C'était effectivement le grand talon d'Achille du dessalement il y a encore 15 ou 20 ans. Mais c'est là que le génie de l'eau innove en permanence. Ils ont trouvé une solution miracle? Pas miracle, mais très ingénieuse. Aujourd'hui, les usines modernes comme celle d'Agadir utilisent des systèmes de récupération d'énergie. Comment ça marche? Quand l'eau traverse la membrane sous haute pression, le liquide rejeté, la saumure ultra salée dont on parlait, ressort elle aussi à très haute pression. Plutôt que de gaspiller cette énergie cinétique dans le vide, on la fait passer dans des turbines, des échangeurs de pression. Ah, je vois. Ces turbines vont utiliser cette force mécanique brute pour aider à pousser l'eau de mer qui rentre dans le système. On recycle la pression elle-même en fait. Malin! C'est comme le freinage régénératif sur une voiture électrique. C'est le même principe, oui. Cela a permis de diviser la consommation électrique par 3 ou 4 par rapport aux toutes premières générations d'usines de dessalement. D'accord, donc on arrive à purifier l'eau usée et à dessaler l'océan de manière un peu plus rationnelle. Mais tout cela repose sur des infrastructures physiques très lourdes, des usines, des canalisations en béton, en fonte. Oui, des milliers de kilomètres de tuyaux. Et c'est là que je m'interroge. Le changement climatique est en train de tout bouleverser en ce moment. Le document souligne qu'on passe d'une météo assez prévisible à des extrêmes chaotiques. Des sécheresses sans fin, suivies de précipitations d'une violence inouïe, oui. Voilà. Comment des tuyaux statiques posés sous terre il y a 50 ans peuvent-ils s'adapter à ce chaos climatique? Un tuyau a un diamètre fixe. S'il pleut 3 fois plus que prévu, ça déborde, non? C'est l'une des impasses de l'ingénierie du siècle dernier, en fait. À l'époque, on construisait des systèmes pour évacuer l'eau le plus vite possible de la ville. Pour pas inonder les rues. Exactement. Dès qu'il pleuvait, les réseaux canalisaient l'eau vers la rivière la plus proche pour éviter l'inondation locale. Mais avec la violence des pluies actuelles, si on accélère l'évacuation comme ça, on ne fait que déplacer et amplifier l'inondation un peu plus en aval. On refile le problème au village d'à côté, en gros. C'est ça. Le paradigme a donc totalement changé aujourd'hui. Plutôt que d'évacuer à tout prix, on cherche maintenant à ralentir, à stocker, à retenir l'eau là où elle tombe. C'est le fameux concept des villes-éponges dont on entend de plus en plus parler dans les médias, non? Exactement. Et ça implique de repenser complètement l'urbanisme. On crée des bassins de rétention souterrains immenses, mais on remplace aussi le bitume par des revêtements perméables. Pour que l'eau s'infiltre dans le sol naturellement. Oui, et on aménage des parcs inondables. En temps normal, ce sont des zones de loisirs, des terrains de foot, et lors d'un orage exceptionnel, ils se transforment en cuvette de stockage temporaire. On utilise vraiment la nature comme une infrastructure de sécurité. L'eau doit s'infiltrer lentement pour recharger nos nappes souterraines au lieu de ravager les rues. Et là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on réalise que l'intelligence du système ne réside plus seulement dans, je sais pas, l'épaisseur du béton des barrages, mais dans la façon dont l'infrastructure réfléchit. Elle réfléchit et elle anticipe, oui. La source décrit carrément l'entrée du réseau d'eau dans l'ère de l'intelligence artificielle. On parle de réseaux intelligents, de smart grids. Franchement, j'ai du mal à visualiser. Comment une IA peut-elle agir sur de la plomberie enterrée à 3 mètres sous terre? En lui donnant un véritable système nerveux, en fait. Aujourd'hui, on déploie des milliers de capteurs microscopiques tout le long des réseaux d'eau potable. Des capteurs de quoi? Des capteurs acoustiques, des transducteurs de pression, des analyseurs de chlore en continu. L'intelligence artificielle intervient pour donner un sens au chaos de ces milliards de données qui sont récoltées chaque seconde. Prenez la recherche de fuite, par exemple. Oui, parce qu'une fuite sous terre, par définition, ça se voit pas. En tout cas, pas avant que la rue ne s'effondre ou que l'eau ne remonte à la surface, ce qui est déjà trop tard. Précisément. Mais une canalisation sous pression qui fuit, même très légèrement, elle émet une onde sonore spécifique, un petit micro-sifflement. Ah, donc on écoute les tuyaux, Chouri. Mais avec le bruit des voitures au-dessus, c'est impossible à entendre, non? C'est tout le génie de l'IA. Elle va apprendre par apprentissage profond la signature acoustique normale d'une ville, disons, à 3 heures du matin. Elle analyse le bruit de fond, elle prend en compte les vibrations du métro, le passage d'un camion poubelle. Elle filtre tout ça. Elle filtre, et si, soudaine, une variation acoustique infime apparaît sur un segment bien précis, l'algorithme est capable de l'isoler, d'en déduire qu'une micro-fissure vient de se créer et de géolocaliser le problème à quelques mètres près. C'est fou. L'ingénieur reçoit l'alerte sur sa tablette, il peut intervenir préventivement, et ça sauve des milliers, voire des millions de litres d'eau potable qui seraient perdus bêtement dans le sol. C'est fascinant. C'est vraiment de la médecine préventive pour la ville, en analysant son rythme cardiaque et ses bruits de digestion en quelque sorte. Belle image. Et ça sauve la ressource, c'est le principal.
Et ce qui ressort aussi des exemples d'Aman-Water qu'on vient d'explorer, c'est qu'il n'y a pas une seule recette magique mondiale. Singapour, on l'a vu, ils misent tout sur la réutilisation extrême parce qu'ils sont sur une île et non pas d'espace. Tout à fait, c'est une question de survie géopolitique pour eux. Le Maroc, c'est encore différent. Ils misent sur un modèle hybride, des usines de dessalement géantes sur la côte, couplées à ce qu'ils appellent des autoroutes de l'eau. Des interconnexions colossales entre les régions du nord, où il pleut encore, et le sud aride pour soutenir l'agriculture. Oui, on déplace des millions de mètres cubes d'eau sur des centaines de kilomètres. Mais du coup, et en Europe, on fait quoi nous? Cela soulève une question importante sur la philosophie globale de la gestion. Le modèle européen se distingue par son approche réglementaire qui est très axée sur le préventif. C'est-à-dire On n'a plus de normes. énormément de normes. Oui, le continent est densément peuplé, avec des écosystèmes fluviaux très fragiles et très imbriqués entre plusieurs pays. La stratégie européenne repose donc sur des normes de rejet parmi les plus sévères au monde, que ce soit pour les industries ou l'agriculture. Donc on traite le problème à la source avant que ça n'arrive dans la rivière. C'est l'idée. Le but n'est pas seulement de créer de l'eau potable au bout du tuyau pour les humains, mais de s'assurer que l'eau rejetée dans les rivières ne perturbe pas la faune et la flore locale. Chaque région a vraiment son propre modèle en fait. Exactement. Ce qui fonctionne dans le désert marocain n'aurait aucun sens économique en Europe, tout comme le modèle de la cité-État de Singapour serait complètement inadapté à une vaste zone rurale française. C'est toujours la géographie et le climat qui dictent la technologie à adopter. Alors, au fond, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on prend un peu de recul sur cette analyse aujourd'hui, on est forcé de regarder notre robinet d'un autre œil, non? Je l'espère, oui. C'est l'objectif. Ce n'est pas juste de l'eau qui coule. C'est le résultat d'une guerre invisible, d'une complexité ahurissante. C'est l'aboutissement d'algorithmes qui écoutent le chant des tuyaux la nuit, de membranes polymères qui luttent contre la pression des océans, d'ozone qui désintègre des résidus de médicaments. Et d'ingénieurs qui essayent de deviner à quoi ressemblera le climat dans 50 ans pour savoir où creuser des bassins de rétention. C'est ça. C'est un effort titanesque. Et c'est là le message central que cette exploration doit nous laisser. Ce miracle quotidien qu'on vit, il ne tient qu'à un fil. L'ingénierie de l'eau a accompli sa mission de santé publique de manière si spectaculaire au XXe siècle qu'elle nous a habitués à la facilité. On est devenus des enfants gâtés de l'eau. Un peu, oui. Mais comprendre les immenses efforts déployés aujourd'hui pour contrer la raréfaction, la pollution émergente et les chocs climatiques, c'est indispensable. L'eau ne peut plus être considérée comme un service dû ou juste une simple ligne sur une facture en fin de mois. C'est beaucoup plus précieux que ça. C'est un bien commun absolu dont la gestion requiert l'intelligence de nos meilleurs scientifiques, bien sûr, mais aussi la conscience de chaque utilisateur au quotidien. Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice peut-être, pour conclure cette plongée. Je vous écoute. Le génie de l'eau est presque victime de son propre succès, en fait. Sa perfection a engendré une forme d'insouciance collective. Mais imaginez un instant si cette infrastructure devenait soudainement transparente. Transparente, c'est-à-dire. Imaginez si au-dessus de notre lavabo, un petit écran affichait en temps réel le décompte de l'énergie dépensée. S'il diffusait le bruit sourd des turbines de dessalement, la danse des capteurs IA sous les rues et la pression titanesque des usines de traitement nécessaires pour acheminer ce simple jet d'eau jusqu'à notre brosse à dents. Ah, la prise de conscience serait brutale. Si on avait conscience physiquement de ce miracle technologique sous nos yeux à chaque seconde, laisserait-on encore l'eau couler par pure distraction en se brossant les dents? La prochaine fois qu'on tournera cette petite poignée en métal le matin, prenons une fraction de seconde pour saluer la machinerie invisible qui nous maintient en vie.